Je voulais juste vous faire une petite parenthèse pour vous dire qu'on a créé un quiz qui vous permet de recevoir votre playlist personnalisée d'épisodes. Est-ce que c'est pas trop cool comme cadeau ça? Blague à part, on a créé plus d'une centaine d'épisodes, écrit des dizaines de newsletters et en fait on se demandait aussi comment mieux répondre à vos besoins. Et ben ce quiz et cette playlist personnalisée, ça va vous permettre d'avancer, de construire votre projet, que vous soyez coincé à Paris, peut-être déjà en train de déménager ou même installé dans votre nouvelle région, qui sait. Vous allez pouvoir recevoir la playlist qui vous correspond. Le lien est dans la description de l'épisode et si vous ne le trouvez pas, il est aussi dans la bio de notre compte Instagram. Bonne écoute! Et Renaud est tombé fou amoureux de cette maison. Moi, j'ai plutôt eu peur de l'ampleur des travaux. Et puis très vite, j'ai trouvé un petit agenda dans la cuisine. J'ai juste regardé l'agenda, je l'ai ouvert et il s'est ouvert à la page de juillet 1956 où la propriétaire ou la personne qui avait cet agenda avait écrit « Voyage à Stresa en Italie ». Et on revenait de Stresa, on y était l'année d'avant. Et je me suis dit, c'est fou, il y a quelqu'un en 56 qui a habité cette maison et qui était à Stresa. J'ai trouvé le parallèle émouvant. Bonjour, bienvenue dans ce live Instagram. Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je suis Anna Naoum, je suis designer d'espace et un mardi sur 2 ou 3, on va se retrouver pour un live comme à la maison. C'est la rubrique où on explore comment on refait son nid après avoir dit ciao Paris. Aujourd'hui, je vais retrouver Maëlle Vincencini. Elle est l'autrice de l'extraordinaire histoire de la Villa Alice. Avec Maëlle, on va parler de son ciao Paris vers la Bretagne et de cette maison qui a complètement changé son destin. Je vais inviter Maëlle pour nous raconter tout ça. J'ai vraiment hyper hâte. Je vous l'ai dit en story. En fait, j'ai pas gratté, tout regardé de cette histoire de ouf de Maëlle parce que je voulais garder la surprise, la spontanéité, la curiosité de son histoire. Donc, je suis sûrement comme beaucoup d'entre vous, je suis aussi à fond. Ah bah voilà, c'est bon. Elle est là. Salut. Salut. Tu m'entends bien? Je t'entends bien. Super. On est parfaite en termes de technique. On est pas mal. Voilà, je suis bien. Ça va bien? Ça va très bien. Merci de m'inviter dans ton podcast. Ben non, mais c'est avec plaisir qu'on te reçoit. Où est-ce que t'es là tout de suite juste? Dans la cuisine et vue sur le salon. Maëlle, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots et nous raconter ton histoire avec Paris? Alors, je m'appelle Maëlle Vincencini, j'ai 38 ans, je suis née à Annecy, j'ai fait des études à Lyon, que j'ai continué par la suite à Paris. C'est comme ça que j'ai rencontré Paris. J'y suis restée une toute petite dizaine d'années, une période d'études, une période de travail, et j'ai ensuite emménagé en petite couronne à Clichy, où j'ai eu mon premier bébé. Et après, on part. Quand on a des enfants, on part peut-être un peu plus vite que si on avait 20 ans de vie solitaire. J'ai donc déménagé en Sud-Essonne à Étampes. J'ai quitté Paris il y a 10 ans et j'ai quitté l'Essonne il y a 3 ans maintenant. Est-ce que tu te rappelles du déclic, parce que ça fait déjà un moment que tu as dit ciao à Paris, du moment où tu as pris cette décision en fait de déménager? Il y a eu plusieurs choses qui se sont entrechoquées. La naissance de Louise a fait son petit effet. Être dans un petit appartement qu'on payait très cher, ça commençait à être compliqué. Je vivais sur la ligne 13, donc je prenais la ligne 13 la magnifique ligne 13 tous les matins. Et j'ai vécu une agression sexuelle dans la ligne 13. Ça a fait une petite couche en plus en me disant je veux plus être là-dedans tous les jours. La couche supplémentaire, ça a été le Bataclan, où j'ai commencé à avoir peur de la foule. Je travaillais dans le sud de Paris, donc il fallait que je traverse. Tu traversais tout Paris en fait. Ouais. Tes transports étaient vraiment dans ton quotidien. Ouais, les transports c'était vraiment ma peine. Et voilà, tout ça aggloméré, on a eu la sensation, on avait encore besoin de Paris. On a toujours adoré cette ville, donc on s'est décalé un peu
L'Essonne, le sud Essonne, c'est un peu plus verdoyant et tranquille. Et on est resté à Étampes pendant 6 ans, en imaginant qu'on avait encore besoin de Paris pour vivre. Et en fait, on n'y allait plus. En 2019, on voulait quitter la France. On voulait faire le tour du monde pour trouver un autre pays sympa à vivre. Et on avait commencé à projeter ce périple. Et puis le Covid est arrivé et on avait déjà réfléchi à se dire est-ce qu'on trouverait pas une petite maison toute petite à retaper au cas où ce tour du monde soit écourté ou on ait besoin de rentrer. Donc on s'était déjà imaginé aller en Bretagne ou en Ardèche. On essayait de voir ce qu'il était possible de faire. Et puis on avait prévu de visiter le Finistère. Et le Covid est arrivé, le confinement a commencé à se faire sentir et la location qu'on avait réservé pour les vacances pour visiter le Finistère, on avait très peur de la rater. Ouais. Donc on a appelé la propriétaire en lui disant on sent qu'on va être confiné, est-ce qu'on peut venir plus tôt? Et si jamais on est bloqué, est-ce qu'on peut rester chez vous? Et elle a dit venez, parce que autant être dans le Finistère qu'en Île-de-France. Et on s'est retrouvés donc bloqués pendant 2 mois à Douarnenez. Il y a pire. Hein. Il y a carrément pire. Et ça a été 2 mois. Alors je sais que le confinement a été dramatique pour énormément de personnes. Nous, ça a été une parenthèse de réflexion qu'on nous a offert grâce à cette location et à ce couple très gentil qui nous a laissé leur appartement. On a eu 2 mois à se dire qu'est-ce qu'on va faire après ça. On était tous les deux freelance, donc on avait l'opportunité de partir où on voulait. Et on a commencé à rêver du Finistère en regardant des cartes et en se disant on est là mais on peut pas voir. Et on a appelé un agent immobilier en lui demandant si on pouvait visiter des maisons à retaper, vraiment des 4 murs, quoi. Et c'est comme ça qu'à la sortie du confinement, on est resté encore une semaine dans le coin pour visiter. Et c'est comme ça qu'on a trouvé notre maison. Donc du coup, le projet, c'était de faire un tour du monde à la base. Le confinement vient vous offrir cette parenthèse un peu presque philosophique sur votre vie et un peu hors du temps. En même temps, au bon endroit. Vous vivez cette réflexion dans l'endroit en fait que vous allez plus tard habiter. Aucun de vous deux n'est du Finistère. Ouais, c'est vraiment c'était plus par curiosité. Vous connaissiez, c'est un endroit de vacances. Même pas. C'était la première fois qu'on venait. On rêvait de la Bretagne, mais on savait pas où exactement. Et le Finistère, même en plein confinement, on a réussi à se lier d'amitié avec les voisins et on a senti qu'on avait un truc à faire ici, quoi. Et donc tu sors de ce confinement, de cette pause, et t'as une maison à visiter. Est-ce que tu peux nous raconter la première fois que tu visites ta future maison? C'est pas cette maison-là qu'on a visitée, c'est la maison juste derrière le mur de ma cuisine, là. D'accord. Donc il y avait une maison à vendre juste derrière et l'agent immobilier était en retard. Donc Renaud, mon mari, me dit je vais me balader dans le quartier et moi j'attends l'agent immobilier et il revient et il me dit non mais c'est bon, laisse tomber, il y a une maison abandonnée derrière, c'est la maison abandonnée que je veux. Donc on fait quand même la visite de la maison à côté et Renaud dit à l'agent immobilier je suis désolée, elle est très jolie votre maison mais moi je veux la maison abandonnée. Il m'emmène, elle est évidemment magnifique, mais il y avait 2,50 m de ronce, on pouvait pas marcher, elle était délabrée et la fenêtre de la cuisine était cassée et ouverte. Donc on l'a visitée en urbex, notre maison. On est passé par la fenêtre, on a porté nos enfants et on a visité la maison comme ça. C'était écrit avant il y avait rien, enfin même rien du tout, quoi. C'était une maison abandonnée. Okay. C'était une maison abandonnée depuis plus de 10 ans. Le jardin avait repris ses droits. Il y avait des arbres dans tous les sens, des ronces dans tous les sens. Et elle devait être connue dans le quartier. Donc les gens venaient la visiter en urbex, venaient y passer certainement des soirées. Et voilà, la maison des villages où les jeunes vivent leurs expériences loin des parents dans des maisons abandonnées. Et dans cette maison, il y avait tout était en place. Comme elle était dans le milieu de l'urbex, il y avait des mises en scène de petits déjeuners. Et tout était en place, les meubles étaient là, la vaisselle dans les placards, la purée mousseline de 92 toujours présente. Et Renaud est tombé fou amoureux de cette maison. Moi, j'ai plutôt eu
peur de l'ampleur des travaux. Et puis très vite, j'ai trouvé un petit agenda dans la cuisine. J'ai juste regardé l'agenda, je l'ai ouvert et il s'est ouvert à la page de juillet 1956 où la propriétaire ou la personne qui avait cet agenda avait écrit « Voyage à Stresa en Italie ». Et on revenait de Stresa, on y était l'année d'avant. Et je me suis dit, c'est fou, il y a quelqu'un en 56 qui a habité cette maison et qui était à Stresa. J'ai trouvé le parallèle émouvant. Et je me suis tout de suite dit qu'il fallait protéger les objets de cette maison, mais je savais pas comment faire. Donc, Ça, c'est la première visite. C'est Ouais. l'ouverture de cet agenda. Ouais. C'est tous ces objets. En fait, c'est un voyage dans le temps, quoi. Mais T'arrives dans oui, parce ce lieu qui est déjà complètement tout était habité d'une certaine manière. tout était figé comme alors en très mauvais état puisque la maison était ouverte aux 80 hein. Donc il y avait beaucoup de salpêtres, il y avait 2-3 champignons et 2-3 lianes qui sortaient des murs. Quoi faire une jolie salade, quoi. Exactement. Mais il y avait la trace d'une vie passée et ça m'a interpellée. Comment tu t'es sentie lors de cette visite? Pas très à l'aise d'être dans la maison de quelqu'un qui, alors on ne savait pas à qui elle était à ce moment-là. Je me suis tout de suite demandé, mais comment c'est possible? Est-ce que la personne est décédée? Il y a pas de descendance. Donc cette maison, elle va finir par s'effondrer. Est-ce que la personne est en vie? Elle n'a plus les moyens de s'occuper de cette maison. Voilà, comment un bâtiment arrive à être abandonné comme ça, alors que c'est une très belle maison dans le Finistère, c'est un très beau lieu. En fait, tu te posais déjà la question de son histoire. Tu aurais pu juste te dire, oh là là, on l'aime bien, comment on va l'acheter, comment on va retrouver ça, tu vois. Déjà, oui. tu t'es tout de suite, tu pourrais être dans des considérations beaucoup plus pragmatiques. Tu aurais pu te dire, ah bah regarde, là on pourrait faire la cuisine. Voilà, penser à toi, ton projet. Mais en fait, cette première visite, elle est déjà, le du début de l'histoire en fait, parce que déjà tu vois toutes ces choses qu'il habite et tu te questionnes sur ce lieu qui semble un peu habité d'une certaine manière. Mais parce que c'est tellement improbable que mon mari me dise c'est la maison de ma vie, que dans la maison de sa vie il y ait des vies déjà présentes. Tout est lourd de sens en fait. Dans votre histoire, il avait jamais manifesté un coup de foudre comme ça? C'était quelque chose de... À ce point-là, non. Après, la maison qu'on avait à Étampes a été aussi un moment où on a été très très heureux de se dire tous les deux oh là là, elle est géniale, c'est la maison qu'il nous faut. Mais à ce point-là, et dans cet état-là, et ne connaissant pas les propriétaires, et la maison n'était pas à vendre, puisqu'elle est juste abandonnée. Accessoirement. Tout ça prédisait quand même une sacrée aventure. Si on était purement dans le pragmatique, c'est à qui est cette maison et est-ce qu'elle est à vendre et est-ce qu'on peut l'acheter et donc ça a été des mois compliqués par la suite. Vous avez réussi à retrouver les propriétaires? Oui, l'agent immobilier avait fait une petite enquête dans le quartier et tous les voisins savaient très bien que cette maison était à Alice et par contre tout le monde pensait qu'elle était décédée. Et il y a une voisine qui a dit à l'agent immobilier ah ben non, j'ai son numéro de téléphone, elle habite à Brest. Et donc j'ai eu son contact et je l'ai appelé le soir de la découverte de la maison pour lui raconter sans trop en dire non plus, en me disant si elle habite un petit peu loin, elle ne sait pas l'état de cette maison, je vais peut-être pas la brusquer. Donc je lui ai juste dit qu'on avait croisé sa maison, qu'une voisine nous avait donné son numéro et qu'on voulait savoir si elle comptait revenir, si elle était vendeuse. Et tout de suite elle m'a dit, donc Alice était très âgée, elle avait 97 ans quand on l'a rencontrée et tout de suite elle nous a dit je cherche à vendre ma maison mais je veux la vendre à une famille. On peut se rencontrer, mais pas tout de suite parce que à Brest il pleut là, et moi je vous accueille pas sous la pluie. Et Alice a toujours détesté la pluie et elle a vécu quasiment toute sa vie à Brest. Donc là on était au mois de mai. On a convenu qu'on revenait la voir en juillet. Et on l'a rencontrée pour la première fois au mois de juillet. Est-ce qu'il y a quelques, souvenirs de cette rencontre que tu as envie de nous raconter? Ouais, de toute façon, Alice est devenue l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Donc oui, tous nos échanges et nos peu de moments ensemble ont été importants. On a passé du temps. Tout de suite, elle nous a parlé de sa vie avant les années 60. On ne s'était pas aperçu que la mémoire commençait un petit peu à disparaître. Donc elle était très focalisée sur sa vie avant la mort de ses parents. Donc
c'était avant 1960. Voilà, on a parlé du temps d'avant, que son père était aviateur, qu'elle voulait être physicienne, mais que finalement elle a été institutrice, qu'elle n'avait pas vraiment choisi ce métier, mais qu'elle le faisait bien pour l'avenir des enfants. Elle avait une manière de parler très instite, toujours les bons mots, toujours très bien choisis. Et puis on est allé ensemble voir un notaire pour savoir ce qu'il était possible de faire pour qu'elle soit épaulée pour vendre cette maison, qui n'était pas sa maison principale, c'était sa maison de vacances. Et elle a adoré monter dans notre vieille Mercedes des années 80. Et elle me disait, mais on n'en voit plus des comme ça. Elles sont pas belles, les voitures d'aujourd'hui. Elle aussi aimait beaucoup le passé. Tu as les clés en main en 2022 de la Villa Alice. Est-ce que tu peux nous raconter l'incroyable aventure qui a suivi? Écoute, j'en ai fait un bouquin tellement ça peut pas être bref. On est rentré dans cette maison, donc pour la première fois, je suis passée par la porte, puisque je l'avais vue qu'une fois en passant par la fenêtre. Et tout de suite, on s'est dit qu'on allait ranger toutes les affaires d'Alice, qu'on pensait être celles d'Alice, dans des cartons pour s'en occuper plus tard et qu'on ferait ça très vite puisqu'il fallait vite qu'on commence les travaux. Et au final... Je me permets juste de dire, on a Véro du 18 qui nous dit « Il faut suivre l'histoire de la Villa Alice sur Instagram ». Mais elle nous raconte tout et c'est un vrai coup de cœur. Parce que oui, en plus de ce livre qu'a écrit Maëlle, elle a commencé par raconter son histoire. C'est comme ça le point de départ. Mais j'imagine que tu vas y venir. Mais parce que on découvrait tellement de choses étonnante. On vient d'acheter une maison remplie de vie et on savait qu'on allait tout garder. La vaisselle, les meubles, le linge de lit. Et donc, j'ai commencé à filmer au début pour faire un avant-après travaux. Et j'avais, 35 abonnés sur TikTok et c'était mes copains et regardez, on range des trucs. Et très vite, il y a eu des inconnus sur les réseaux qui m'ont posé des questions sur cette maison. Donc, j'ai décidé de présenter la maison. Donc, j'ai fait un épisode 1. Et puis là, ça s'est un peu emballé. Je vivais des choses la journée avec Renaud où on mettait en carton, on découvrait des choses. Le soir, je montais les vidéos et je racontais ce qu'on avait vécu. Ça a commencé à intéresser les gens jusqu'au moment de l'épisode 4 ou 5, je crois, où on avait fini de mettre en carton les objets de la maison principale et on l'a débarqué dans le petit penty qui est à côté, qui était une maison, la maison d'une tante d'Alice, qui a vécu ici jusque dans les années 80 et qui vivait très sommairement, de terre battue, pas de chauffage, pas d'électricité, pas d'eau. Et on n'était jamais rentré dans cette bâtisse. Donc on décide de s'occuper de cet endroit et de déblayer. Il y avait des pommes de pin, des caisses de pommes de pin. Je pensais déblayer tout ça. C'était une journée déchetterie. Et quand on est rentré, il y avait une dalle de béton qui bloquait une palissade en bois, qu'on pensait être une palissade. Et en fait, c'était une porte. Et donc, Renaud a cassé la porte et derrière, il y avait une petite chambre. Et à partir de la découverte de ce qu'il y avait dans cette petite chambre, une immense enquête généalogique s'est imposée à nous puisqu'on a trouvé 2 valises qui contenaient tous les documents d'un certain Monsieur Page qui a gardé ses photos, ses papiers notariés, ses factures EDF, toute sa vie en papier. Et Page, c'est pas le nom de famille d'Alice. Les adresses de ses courriers étaient à Auray, nous n'étions pas à Auray. Donc on s'est lancé dans la découverte de ce Monsieur Page qui a déclenché mes passions nocturnes pour les sites d'archives et de généalogie et aidé en parallèle par des personnes sur TikTok passionnées de recherche comme ça. On a pu trouver qui était Monsieur Page sans lien avec Alice et à ce moment-là, je me suis dit que je voulais retrouver toutes les personnes de son arbre, de ses branches. Je suis partie dans plus de 2 ans de travail. Il y a eu tellement de fils. J'ai travaillé uniquement sur la branche maternelle de la famille d'Alice avec ce que j'avais sous la main. Et donc, ça m'a permis de monter un premier arbre généalogique des personnes ayant connu cette maison, en tout cas. Ils ont vécu ici, ils sont nés ici, il y en a qui sont morts ici, il y en a qui se sont mariés juste à côté. Et grâce à plein de personnes autour de nous, on a pu mettre des noms sur des photos, sur des dates de naissance, sur des mariages. Et ça a été absolument grisant. Elle a suivi tout ça, Alice? Alors Alice, elle vraiment perdu elle était âgée, elle a vraiment perdu la mémoire. Mais quand j'allais la visiter, je lui amenais les photos que je pouvais trouver ou des cahiers d'école. On a trouvé ses cahiers d'école aussi.
tout ce qui était avant les années 60, ça lui revenait un petit peu. Et comme moi, je me suis plongée dans cette famille, je commençais à reconnaître les gens, à connaître leur parcours, savoir où ils ont fait leurs études, où ils ont travaillé, est-ce qu'ils sont revenus de la guerre, est-ce qu'ils sont morts à la guerre, etc. Et donc, je pouvais l'aider à resituer les personnes. Et c'était assez émouvant de pouvoir aider une inconnue, entre guillemets, à retrouver sa propre famille. Tu as fait un voyage dans le temps, dans l'histoire, dans des liens entre les gens. Enfin, Là, tu vois, tout de suite, je vois des images comme dans un film, quoi. Tu as envie de le voir, de le palper. Jean-Pierre Jeunet, si tu nous écoutes, on est dispo pour faire un Amélie Poulain bis. Exactement, JP, je pense qu'il y a un truc à faire là. Il y a un truc à faire. Ah, c'est incroyable. Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cette aventure? Tout était complètement fou, mais moi je suis surprise de rien aussi. Hier, j'ai trouvé une petite croix au fond d'une boîte que je pensais plus rien retrouver, et en fait j'ai retrouvé encore un trésor. Donc tout est surprenant. Après, je pense que le plus fort, c'est ce lien invisible qu'on a eu avec Alice. C'est ce truc d'univers de pourquoi nous, pourquoi cette maison. Alice était seule et on a débarqué un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais il fallait qu'on soit là, il fallait qu'elle soit là, et c'est étonnant d'être là. Ça reste étonnant d'être là. En quoi cette maison, elle vous a transformé, toi, ta famille? J'ai écrit un livre, donc ça c'était pas prévu au programme. Parce que toi, à la base, ton métier, c'est quoi? Je suis graphiste. C'est parce que je suis graphiste aussi que j'ai pu mettre en page le bouquin, mais il n'était pas prévu que j'écrive des textes un jour dans ma vie. Et ce livre-là a fait que j'en écris d'autres, donc ça change ma vie professionnelle également. Ça fait que nos enfants jouent autour de l'église tous les soirs avec leurs copines. C'est hyper cool. Au lieu d'aller au parc après l'école, on va à la mer. Enfin, ça a tout changé en fait. Ça a tout changé. S'il y a des personnes qui se posent la question de comment on quitte Paris, on quitte Paris. On arrête et on quitte. Et on écoute les oiseaux et on se pose devant les fourmis pendant 3 heures. On se dit, oh là là, mais quel travail! Là, moi, il y a des trucs qui sortent dans le jardin. Je me dis, mais toi, mais t'étais bébé il y a 2 jours et tu es une jeune fille. C'est merveilleux. Prendre le temps de vivre des choses simples et décroissantes. Comment tu t'imagines si t'avais pas vécu tout ça? Tu vois, je me dis, mais en fait, ça a tellement, le fait que ça ait même changé, tu vois, ton métier, enfin, t'as quand même quasiment tout changé finalement, ton équipe de vie de famille, comme quand on quitte Paris, mais là, ça a eu un impact émotionnel très fort. Je pense que ça n'aurait pas été cette maison, on ne serait peut-être pas dans le Finistère, j'en sais rien. C'est vraiment la maison qui a décidé notre emplacement. Est-ce qu'on serait allé j'en sais rien, mais on serait parti. C'est évident, on serait parti. Maintenant, on est parti peut-être un peu plus vite que prévu, en quittant tout sans avoir la certitude d'avoir cette maison. On est parti d'Étampes en camion. Avec un matelas dans le camion, et on est parti voyager, et quand on est rentré, au lieu de rentrer chez nous, on est rentré dans le Finistère en location, petit appart en location, en se disant peut-être qu'on va la voir cette maison, mais on n'est pas sûr. Le chemin de partir, il était fait déjà. Maintenant, cette maison, oui, elle a modifié notre vie. Alice, elle est très présente dans cette histoire extraordinaire. Comment t'as réussi à te sentir chez toi et à t'approprier cette maison en connaissant si bien son histoire, en ayant enquêté pendant des mois? Ça s'est fait petit à petit parce qu'on a Renaud a d'abord rénové la petite maison qui était. Attends, il faut que je sorte mon bouquin, que je sorte un plan. C'est quand même la classe de sortir un bouquin. Tiens, excuse-moi, excuse-moi, je sors mon livre. Dans la page 14, c'est hyper important ce qui se passe. Donc en fait, ça c'est le terrain, ça c'est la maison principale, donc on est là actuellement. En face, il y avait une maison qui, le toit s'effondrait. Cette maison-là, Renaud l'a rénovée en premier pour qu'on puisse y vivre, le temps de rénover celle-ci. Il y a quoi? Il y a 2 ou 3 maisons? Il y a 3 maisons. Okay. Celle-ci, c'est la maison où on a trouvé la valise de Monsieur Page, qui est un garage. Celle-ci, c'est devenu maintenant un gîte-musée, puisque tout ce qu'on a trouvé, on l'a mis dans des vitrines, essayer de créer une ambiance un peu musée pour les voyageurs, voilà. Génial. Et donc, ça s'est fait par étapes. D'abord, on vivait en location, le temps de rénover cette maison pendant 1 an. Ensuite, on a vécu ici, le temps de rénover cette maison pendant 1 an. Donc, on s'est approprié l'endroit petit à petit, mais ça n'a pas été évident. On conserve tout
parce que tout est important pour nous. Et donc, j'ai blindé le garage et le grenier de petits bouts de trucs et je peux pas m'en séparer. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup, donc je vais trouver des solutions. Mais par exemple, on a les pierres tombales de quasiment toute la famille. Dans le jardin, on a trouvé les marbres avec tous les noms. Parce qu'ils étaient enterrés dans le jardin? Non, parce qu'à un moment donné, Alice a dû faire le choix certainement de réunir tout le monde dans un seul endroit, et donc elle a récupéré les différentes plaques. Elle les a gardées, donc évidemment que je dois les garder. On peut pas. Puis c'est un peu compliqué, je trouve. Ben, on peut pas. L'impression d'avoir la mémoire de la personne. Oui. Un peu entre les mains quand même. Mais en même temps, je peux pas profaner le truc en enlevant ça. Donc, il va falloir que je trouve une solution. Je sais pas encore quelle va être cette solution, mais oui, tu veux pas non plus en faire un plan de cuisine, quoi. Non. Et je me dis, si ces marbres-là ne trouvent pas leur place ailleurs, et ben on les gardera. Et tous ces gens sont nés ici. Ils sont nés dans ce truc vert-là qui était une maison. En 1880, il y avait une maison là qui a vu naître toute la lignée et elle s'est effondrée. Aucune personne ici ne se souvient de l'avoir vue debout. Donc elle s'est effondrée il y a très longtemps, mais Alice y est née. Donc toutes ces personnes-là ont vécu dans ce jardin. Ils ont joué dans ces arbres. Le grand-père d'Alice a planté le pommier. Moi, je garde tout. Mais là, aujourd'hui, maintenant que donc, du coup, il y a une partie gîte. C'était votre projet à la base ou pas du tout? Le gîte, c'est venu avec le temps et la construction de toute cette histoire folle? Alors, notre projet, c'était de pouvoir accueillir nos amis et notre famille, parce qu'on a quand même décidé de partir hyper loin de la France. Hein. Le Finistère, très loin. C'est pas à côté. Et donc, il nous fallait cette possibilité-là. Et oui, que ce soit un gîte ou une piole en plus, on souhaitait quelque chose comme ça. Parce que maintenant, vous accueillez du monde, avec en plus le petit musée. Qui est en fait plein de milliards d'objets, donc je suis pas sûre qu'il soit si petit, mais mais c'est ça, il y a plein d'objets partout. On donne accès aux livres, aux vidéos. Et donc toi, tu te sens chez toi là aujourd'hui? Mais carrément. Ma cuisine est rose. Je ne peux que être chez moi. Ce qui est la bonne couleur. Évidemment. Je ne te le fais pas dire. Mais oui. De tout, voilà. Alors moi, c'est pas fini, hein, mais, tout est rose. Oui, évidemment qu'on se sent chez nous. Renaud a tellement travaillé. Tout ce qu'on voit là, c'est lui qui a fait. Donc, oui, on s'est approprié. Faisant, vous vous êtes réapproprié ces murs. Et en fait, vous avez plutôt intégrer cette histoire à vos vies complètement, plutôt que la regarder en tant que spectateur. En fait, vous l'avez vraiment. Il y a plein de choses qu'on regarde en tant que spectateur parce que les objets sont anciens ou abîmés, etc. Mais on mange sur la table d'Alice. Notre Mado, c'est le Mado d'Alice. Il n'est pas encore restauré, mais il est là. On utilise de la vaisselle qui appartenait à la maman d'Alice. On a juste respecté le fait qu'on n'était pas les premiers et qu'on serait pas les derniers et que chacun mérite d'être maintenu. Que ce soit un bout d'âme ou un bout d'histoire, on doit juste faire attention et respecter le temps d'avant. Je t'avoue que ça me donne très envie. J'avais fait exprès de pas lire. C'était un choix de ne pas lire ton bouquin et tout pour être excitée comme je le suis à l'intérieur parce que mon visage est tout calme, mais à l'intérieur ça bouillonne de waouh. Mais attends, mais du coup, est-ce qu'elle avait des enfants, elle avait pas d'enfants, mais est-ce que tu as rencontré des Ok, et c'est quoi les objets de ouf que t'as vus enfin voilà. Et maintenant ça ressemble à quoi et c'était comment avant et on a hâte de voir le avant-après de cette maison. Bientôt, quand on aura fini les travaux, parce que tu vois derrière le Mado pas rénové, il n'y a pas de mur. Donc on est encore en rénovation, on vit dans la maison, mais avec plein de trucs à faire. Ouais, il y a toujours des trucs à faire. On a Hélène qui nous dit c'est une vraie chasse au trésor, quel cadeau, tous ces objets trouvés, ces vies passées. Il y a eu un moment donné sur les réseaux où il y a eu beaucoup de monde qui me disait oh là là, on te souhaite des lingots d'or dans le jardin. J'en ai rien à faire des lingots d'or. Moi, je veux des petits trucs comme ça. Tu sais ce que c'est ça? C'est du dentifrice. Du dentifrice solide? Dentifrice solide. On a trouvé plein de toutes petites choses et c'est bien plus riche, précieux que des louis d'or. J'aurais adoré, évidemment. Il n'y avait pas de trésor financier. Il y avait des trésors historiques, la trace des gens dans le temps. Et on a trouvé des trucs de 1880 aux années 90. Ouais, c'est que des trésors, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment ce dont tu rêves. Cette histoire, elle est vraiment. Non, vraiment, JP, faut en faire un truc parce que on sent la magie
Tu vois, on sent la magie de la découverte et puis ça nous rend aussi enfants. Il y a tout un côté, je pense, du coup, que tu as dû découvrir sur l'histoire. Grâce à cette famille, je me suis replongée dans la guerre 14-18 et 39-45 et je l'ai vue à travers leurs écrits et leurs pertes. Et qu'est-ce que faisaient les femmes en 14-18 au fin fond du Finistère et comment elles faisaient avec leurs enfants pour quand même aller au champ. Et ouais, tout ça m'a donné l'envie de découvrir l'histoire à travers les gens. Alors que mon mari est prof d'histoire. Mais je préfère... On ne nous avait pas tout dit. Voilà. Donc oui, évidemment qu'il m'a énormément drivé sur ces périodes-là. Et lui, avec sa connaissance historique et moi, avec mes tout petits détails de vie, on arrivait à recréer qu'est-ce qui se passait en France. Ah ben ouais, mais dans ce village du Finistère, il se passait ça. On a, nous, une question qui revient tout le temps. C'est, moi, je dis ciao Paris et toi, tu dis quoi? J'ai tellement envie de dire ciao à plein de trucs, si tu savais. Je pense qu'il faut dire ciao à certaines personnes qui dirigent le monde. Et, oui, bah là, il y a un paquet de ciao à dire. Voilà. Il y a du boulot. Et ciao à notre folie de consommation. Parce que vraiment, entre ma vie parisienne, qui était très très chouette, hein, pas de problème. Il n'y a pas de bonheur à s'acheter des pompes. La recherche du bonheur ne doit pas se mettre là. Travaillons moins pour gagner moins et pour regarder pousser des trucs dans le jardin. Ciao la surconsommation. Toi, ça a vraiment changé ton rapport à la consommation de partir de Paris? Évidemment, mais du tout au tout. Du tout au tout. Qu'est-ce que j'ai foutu à acheter des trucs? Et il fallait que j'ai des vêtements tous les jours pour aller au bureau et différents. Et le samedi, on allait se balader à Batignolles et puis on passait dans notre petite boutique préférée et on claquait 30 balles. Oui, mais si c'est tous les samedis, c'est plus pas cohérent. Évidemment que je continue de consommer, tout le monde consomme, mais juste réfléchissons au sens de tout ça. Et je tends à la décroissance. J'y arrive pas vraiment. Hein. Je suis en plein boulot et Renaud, lui, y est vachement plus que moi, donc il m'apprend plein de choses. Il m'apprend à me détacher encore de trucs, mais je regrette pas du tout de passer ma vie en vieille grolle dans le jardin et de temps en temps je sors d'ici pour aller à la ville et je mets des chaussures toutes propres. Voilà. C'est bien, gentille petite fille qui s'habille pour aller à la ville. Je m'habille pour aller à la ville, mais voilà, j'ai 2 paires de pompes et ça me suffit. On a Véro du 18 qui a l'air d'être vraiment là dès la première heure. Elle nous dit à quand votre venue à Chartres pour présenter la Villa Alice et enfin vous rencontrer. Alors, message à l'univers, je viens où vous voulez, quand vous voulez. Il faut juste que invitez-moi. Un libraire m'invite. Mais voilà. Oui, avec plaisir. Là, j'ai eu l'information que j'allais dans la Creuse au mois de mai. Si jamais il y a des gens de la Creuse, il y a un festival à Argenton, la Creuse. Je lis les derniers commentaires, franchement, tu as beaucoup d'amour. Voilà, non. On dit, Pauline dit, elle vous a révélé. C'est vrai que ça sonne comme ça, cette maison. L'Abeille des Lunes dit, on dit parfois qu'une maison choisit ses habitants. Je suis sûre. Ouais. Sa voix unique et sa poésie et sa joyeuseté et ses chroniques procrastinantes et ses coups de soleil. C'est un club. Ok. Il y a de la connaissance là. Ouais. Et mes coups de gueule. Ouais. Que je me suis calmée quand même. Je me suis bien calmée, mais ça va revenir. En tout cas, on a hâte de découvrir. Il le disait aussi après. On a hâte de découvrir un avant-après, d'en savoir encore plus. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cette conversation. J'espère qu'elle vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Avec Valérie, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Instagram, @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, C-I-A-O. Allez, ciao!